Nous allons maintenant vous rapporter une autre actualité très riche, comme toujours dans ces congrès, mais particulièrement cette année autour de la grossesse, avec un focus particulier sur les anti-CD20, car il y a beaucoup de nouvelles données, avec même des modifications d'AMM à l'issue. Et je ne peux passer la parole qu'à notre spécialiste du sujet, Elisabeth. Merci beaucoup, Jérôme. Donc, effectivement, quelques données sur la grossesse. Alors, d'abord, on va parler de l'ofatumumab, hein, si vous le voulez bien. Donc, c'est cet anti-CD20, vous savez, qui se donne de façon mensuelle en sous-cutanée, qui est arrivé un peu après donc l'anti-CD20 par voie intraveineuse. Donc, on a moins de données. Donc, dans ce travail anglais, il nous propose de regarder une série d'un petit nombre de patientes qui ont été exposées à l'ofatumumab et qui sont tombées enceintes. Je vous rappelle que les recommandations, en particulier de la SFCEP, c'est d'arrêter l'ofatumumab dès que le test de grossesse est positif. Donc, diapositive suivante. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une petite cohorte. Il y a 15 patientes qui ont été incluses. Elles avaient environ le traitement depuis une année. On remarque pas de choses exceptionnelles, on va dire. Il y a quand même 3 bébés prématurés. On n'avait pas beaucoup d'informations. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils se sont intéressés au dosage des lymphocytes B chez les mamans en fin de grossesse. Et finalement, on observe que la déplétion lymphocytaire B, elle reste présente dans le temps pendant la grossesse, alors que la patiente n'est plus exposée au traitement, qui sont des données que l'on a d'autres études par rapport aux cohortes sous anti-CD20. Donc jusqu'ici, rien d'incroyable, mais ça confirme la déplétion prolongée. On remarque après que ces 15 patientes, elles ont repris le traitement, surtout sur un schéma mensuel. Il n'y avait qu'une patiente qui a eu une dose de charge. Et le plus important, vous le remarquerez, c'est qu'il n'y a eu aucune poussée du postpartum. Donc cet intervalle où il y aura un arrêt de traitement qui est lié en fait à la grossesse n'a pas d'impact du fait du mode d'action du traitement. Il y a une seule patiente qui avait une activité radiologique qui n'était pas détaillée. On peut passer à la diapositive suivante qui vous montre là sur le diagramme l'immunophénotypage lymphocytaire des patientes qui montre donc cette déplétion qui persiste durant la grossesse et qui permet de reprendre sereinement le traitement à l'issue de la grossesse. Donc évidemment, ça reste très préliminaire, petite série, mais je pense que dans les années qui viennent, on aura d'autres informations sur ce traitement et la grossesse qui paraît être tout à fait intéressant. Diapositive suivante, un dossier également très intéressant. Là, c'est par rapport aux bébés. Il y a un an ou deux, il y avait quand même des collègues qui avaient dit peut-être que les bébés dont les mamans ont été exposés au traitement immunosuppresseur, et en particulier, il avait été évoqué le natalizumab, peut-être que ces bébés sont plus à risque de faire des infections dans la première année de vie. Donc ça, c'est très important, évidemment, comme donnée. On pense à la maman, mais bien sûr, il faut penser à l'enfant à naître. Donc c'est la diapositive suivante. Les Suédois toujours, hein, avec le Karolinska Institute, qui ont donc vraiment un très gros registre, qui ont repris donc leurs patientes exposées aux anti-CD20, au natalizumab, et il y a un troisième groupe qui sont les autres traitements de fond. Et finalement, on va s'intéresser ensuite au devenir du bébé dans la première année de vie, et ils sont capables, avec leurs données de registre de sécurité sociale, si l'on veut, de retrouver si les bébés ont été hospitalisés ou si ils ont eu des infections. Donc, diapositive suivante, le schéma finalement parle de lui-même, la courbe du survie. Déjà, vous voyez, il y a 1000 grossesses exposées, donc c'est des chiffres relativement impressionnants, avec des cohortes bien balancées, plus de 200 patientes qui ont été exposées aux anti-CD20, natalizumab 264, et ensuite la moitié de la cohorte qui a reçu les autres traitements. Et vous voyez donc sur la courbe de survie des infections aiguës des voies respiratoires supérieures chez l'enfant. Et on a l'impression quand même que les bébés dont les mamans ont reçu le natalizumab ou les autres traitements de fond sont finalement des courbes très similaires. Et celui qui se détache un petit peu, ce sont les bébés dont les mamans ont été exposés aux anti-CD20. Donc le fait que les nourrissons aient une maman exposée aux anti-CD20 montre qu'il y a une augmentation un peu plus importante du taux d'infection aiguë des voies respiratoires. Et c'était retrouvé donc sur le nombre total des infections également. Et il n'y avait pas de surrisque par rapport au natalizumab. Donc ça, c'est quand même vraiment important de bien voir que ce traitement, qui est un immunosuppresseur quand même sélectif, ne va pas s'accompagner d'un risque d'augmentation majeure d'infection chez l'enfant à naître quand la maman a été exposée pendant la grossesse. Donc ça paraît quand même être des informations qui sont très rassurantes et très importantes à transmettre à nos patientes. Donc là, on peut passer la diapositive suivante, sur des registres, sur des études de cohorte, de vraie vie. Là, je vais vous parler de deux études dont on a déjà parlé l'année dernière, qui sont des études prospectives. Donc, c'est suffisamment rare pour le souligner, parce que c'est des études qui sont difficiles à faire, qui est une étude donc sur l'ocrelizumab. Donc, ce sont des patientes qui avaient été exposées à l'ocrelizumab et qui sont ensuite tombées enceintes.
Voilà. Étude minorée, on s'intéressait donc au devenir de la grossesse, au dosage plasmatique de l'ocrelizumab, aux lymphocytes B de la maman, mais également du bébé. Et l'étude Sopranino, qui est une autre étude, mais cette fois-ci qui s'intéressait à l'exposition du bébé quand la maman était sous ocrelizumab en postpartum et qu'elle allait allaiter son bébé. Donc on a déjà montré ces résultats qui sont là résumés sur la diapositive, les analyses principales des deux études et qui disent deux choses de façon très claire, c'est-à-dire que quand la maman a été exposée à l'ocrelizumab, qu'elle tombe enceinte, on voit que le passage placentaire de l'ocrelizumab est minime, puisque je vous rappelle qu'on ne reperfuse pas les patientes au 2e et au 3e trimestre. Donc ces patientes avaient été exposées dans les mois qui précédaient la grossesse ou dans les toutes premières semaines. Et surtout, le taux de lymphocyte B du bébé à 6 semaines de vie était normal. Pour l'allaitement, on remarquait aussi que le passage du l'ocrelizumab dans le lait maternel était minime et les bébés, qui buvaient donc le lait de leur mère, exposés à l'ocré. Pour autant, les bébés avaient des taux de lymphocyte B normaux. Et donc, les résultats de cette année, on a un peu prolongé le surveillance et en particulier, on a été jusqu'à 1 an de vie. Donc là, vous voyez, je me fais juste sur le focus sur l'étude minorée. Les bébés, là, vous voyez, ils ont 13 mois, là, à droite de la diapositive, et vous voyez que leur taux de lymphocyte B, ils étaient normaux à 6 semaines, et donc, sans surprise, ils restent normaux à 13 mois. Donc, on a des résultats très rassurants quant au dosage des lymphocytes B de nos enfants. Diapositive suivante. Et l'autre volet de cette étude qui est également très important, bien sûr, c'est que ces bébés, la première année de vie, on va leur proposer beaucoup de vaccins. Et donc, on s'intéressait à la couverture vaccinale, à la protection vaccinale de ces bébés. Donc, vous voyez sur l'histogramme que les enfants vont avoir une bonne réponse humorale. On regarde les sérologies de ces différents vaccins, par exemple le ROR, le DTP, l'hépatite B, etc. Donc, en fait, ils vont avoir une bonne protection vaccinale alors que leur mère a été exposée avant la grossesse par l'ocrelizumab. Alors, il y a un résultat qui est un peu étonnant, c'est celui de la coqueluche, mais c'est probablement, il y a un problème technique d'interprétation de la sérologie. Sinon, tout le reste est très cohérent. Et de même, les enfants n'avaient pas des infections très surprenantes, très sévères, ni d'anomalies dans leur croissance et dans le développement. Donc, on parle ici d'une trentaine d'enfants. Encore une fois, c'est une étude prospective, mais avec un faible effectif. Sur l'étude minorée, Sopranino, pardon, donc ça, c'est l'étude d'allaitement. Je ne vous ai pas remis les diagrammes, mais les messages sont assez simples également. Les réponses humorales des bébés qui allaient boire du lait alors que la maman avait été exposée à l'ocrelizumab dans le postpartum, les bébés avaient un taux de lymphocytes B normaux et des réponses humorales aux nombreux vaccins tout à fait attendus à ce qu'on voit dans une population normale. Donc des résultats très rassurants qui effectivement nous amènent à pouvoir proposer ce traitement chez des femmes qui ont besoin d'avoir un traitement et qui vont pouvoir avoir un désir de conception sans difficulté ni pour elles ni pour l'enfant à naître. Merci beaucoup, Elisabeth. Alors, j'ai une question du docteur Bigot qui travaille dans notre service à Strasbourg. C'est comment explique-t-on, avec un taux de lymphocytes finalement revenu à la normale dès la naissance, hein, d'après ce qui est montré dans l'étude, comment on explique ce petit risque infectieux supplémentaire, puisque finalement, il ne semble pas y avoir de retentissement biologique chez l'enfant. Est-ce qu'il y a eu par exemple des hypogammas qui ont été recherchés ou d'autres problématiques? Donc, là, il parle de l'étude des Suédois. Oui. Ouais. Alors effectivement, il n'y a pas ces données. Je suis pas sûre qu'ils aient accès à ces données-là, en particulier aux hypogammas. Après, il peut être aussi intéressant de regarder le délai malgré tout d'exposition de la maman aux anti-CD20. Hein. Est-ce que tous les anti-CD20 avaient bien été arrêtés très longtemps avant la conception? Est-ce qu'il y avait eu des perfusions plus tardives dans la grossesse? Ça, on n'avait pas ces informations. Mais effectivement, je suis d'accord avec le docteur Bigot, c'est qu'il faut quand même être prudent. On a des résultats qui sont très intéressants, mais il faut continuer à surveiller les cohortes sur le long terme. L'autre élément aussi qu'on peut se poser comme question, c'est est-ce que parce qu'on sait que ces bébés ont été potentiellement exposés, on n'est pas un peu plus précautionneux, les pédiatres font un peu plus attention, ça reste, voilà, peut-être une hypothèse.